Samedi 9 août 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, parlons de l'accueil de Madagascar, justement du 45e sommet de la SADC. De nombreux chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la SADC, accompagnés de délégations importantes, ont déjà confirmé leur venue à Madagascar pour assister au 45e sommet de la SADC, l'a déclaré hier le président Andjradjoel lors de la cérémonie de remise de camions-citernes à N'Djamena. C'est d'ailleurs la première fois qu'un président malagasy assure la présidence d'une organisation africaine telle que la SADC. Et même si l'ancien président l'a critiqué à l'étranger, remettant en cause la tenue du sommet à Madagascar et sa prise de fonction à la tête de l'organisation, Andjradjoel n'a choisi de ne pas répondre à ces attaques. Selon lui, les chefs d'État membres de la SADC ont affirmé que c'est bien lui qui a été élu par l'ensemble des dirigeants pour présider la SADC. Les délégations attendues seront nombreuses, 80 membres pour le Mozambique, 60 pour l'Afrique du Sud et jusqu'à 130 pour certains pays, d'après les précisions du président Andjradjoel. Le chef de l'État appelle ainsi tous les Malagasy à mettre en avant l'hospitalité malagasy et notre savoir-faire en matière d'accueil des invités. Et plusieurs opportunités justement s'offriront à Madagascar avec l'accueil du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à partir du 17 août prochain. En plus des discussions sur l'importance de la coopération régionale pour accélérer le recours aux énergies renouvelables et la transformation agricole dans les pays membres de la SADC, il sera également question durant cette rencontre d'examiner diverses lois relatives à la protection des droits humains. Reportage de Fedra Koussasoul et Kevin Ravonersan. L'accueil du 45e sommet des chefs d'État et du gouvernement de la SADC, présidé cette année par le président Andjradjoel, est un événement majeur pour Madagascar. C'est la première fois depuis 20 ans qu'un dirigeant malgache assure la présidence de la SADC. De nombreuses opportunités, tant sur le plan économique que diplomatique, sont attendues pour le pays, a affirmé aujourd'hui un parlementaire que nous avons interrogé. Les parlementaires membres de la SADC participeront également à ce sommet à travers divers ateliers et conférences portant sur des lois visant à promouvoir la dignité humaine et les droits fondamentaux, à renforcer la paix, ainsi qu'à informer le public sur les objectifs et l'importance de la SADC. Pour rappel, 15 chefs d'État sont attendus à Madagascar pour cette grande rencontre prévue le 17 août prochain. En marge de cet événement, diverses activités et ateliers ont déjà été organisés depuis le début de la réunion de la SADC à Madagascar. Parmi elles, le bazar de la SADC qui se tiendra au Centre d'exposition internationale Enara au Reykjavik du 14 au 18 août 2025 où seront exposés les produits emblématiques de Madagascar et des autres pays membres de la SADC accessibles au grand public. Et plus que quelques jours avant que le président Andjradjoel ne prenne la présidence de la SADC pour l'année 2025-2026. En prélude à ce moment important, plusieurs événements auront lieu à Antananarivo, parmi lesquels la réunion du Conseil des ministres de la SADC, un dialogue sur la coopération entre les États-Unis et la SADC, ainsi qu'un forum grand public sur les énergies renouvelables. Christelle Rakout-Malal nous en dit plus. Madagascar est déjà pleinement engagé dans les préparatifs du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. 15 chefs d'État et dirigeants sont attendus à Madagascar pour assister à cet événement majeur prévu le 17 août. C'est également à cette occasion que le président Andjradjoel prendra officiellement la présidence de la SADC. Il convient de rappeler qu'il sera le premier Malagasy à assurer cette fonction depuis la création de l'organisation il y a 33 ans. Les activités ont débuté les 4 et 5 août dernier avec une réunion des hauts fonctionnaires de la SADC durant laquelle le RISDP 2020-2023 a été abordé au CCI Ivatu. Le 10 août, ce sera au tour du comité des hauts fonctionnaires de se réunir. Du 12 au 14 août se tiendra le Conseil des ministres de la SADC. Le 13 août aura lieu un dialogue sur la coopération entre les États-Unis et la SADC. Le 14 août, une conférence débat mettra en lumière l'importance de la coopération régionale pour accélérer l'utilisation des énergies renouvelables et transformer les systèmes agricoles dans les pays membres de la SADC. Le lendemain se réunira le comité ministériel de la Troïka. Enfin, le 16 août, ce sera au tour des chefs d'État et de gouvernement membres de la Troïka de se réunir. Madagascar est prête à accueillir ces grands événements qui renforceront la position de notre pays sur la scène internationale.
Et une vingtaine d'entreprises apportent leur soutien au gouvernement malagasy pour l'organisation du 45e sommet de la SADC. Ce partenariat a été officialisé hier au CCO du Stade Barya Mamasan à travers une signature d'accord entre le ministère des Affaires étrangères et ses entreprises privées. Elles ont été classées selon le type de contribution apportée, privilège, platinium, silver et bronze. En contrepartie de leur soutien, elles bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur les revenus proportionnellement au montant de leur contribution. Reportage sur les images de Zahran Jensen. Le gouvernement malgache continue de recevoir le soutien des entreprises privées, de partenaires techniques et financiers, ainsi que de représentations diplomatiques à Madagascar, afin d'assurer la réussite de l'accueil du sommet de la SADC prévu pour la semaine prochaine. C'est au CCO du Stade Barya Mamasan que l'accord de partenariat entre l'État malgache, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, et le secteur privé a été officialisé. Ainsi, plus d'une vingtaine d'entreprises privées ont répondu à l'appel du gouvernement malagasy. Elles ont déclaré que l'accueil de la SADC est un acte de solidarité, de mobilisation collective et de fierté nationale et qu'il est donc naturel pour elles de contribuer à sa réalisation. Le partenariat a été classé en 4 catégories en fonction du montant des contributions, catégorie privilège, catégorie platinium, catégorie silver et catégorie bronze. Ces entreprises ne se limitent pas à apporter un soutien financier, elles s'impliquent pleinement pour garantir le succès de ce sommet international de la SADC. En retour, le gouvernement a décidé de les exonérer de l'impôt sur les revenus proportionnellement à leur contribution. Pour honorer votre engagement remarquable, le gouvernement malagasy a pris une décision majeure et inédite, celle d'accorder à toutes les sociétés partenaires une réduction de leur impôt sur les revenus à hauteur de la valeur totale de leur contribution. Outre les entreprises, des personnes ont également apporté leur soutien à titre individuel, mais aussi l'ambassade de Chine à Madagascar, l'ambassade des États-Unis, le PNUD et divers autres partenaires techniques et financiers. Tous ont contribué pour permettre à Madagascar d'organiser avec succès le 45e sommet de la SADC. Dans un tout autre sujet, page sociale, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène mène actuellement une réhabilitation complète du réseau d'adduction d'eau d'Antananarivo dans la perspective de la période d'étiage attendue en septembre et octobre. Outre les 18 camions-citernes remis hier par le président de la République, Andry Rajoelina, d'autres solutions sont quasiment finalisées ou mises en service, a déclaré le ministre indien Amelassou Lalène. Mervoulat Sferan nous en dit plus. Les 18 camions-citernes remis hier par le président de la République Andry Rajoelina constitueront un renfort majeur pour affronter la période d'étiage en septembre et octobre, a précisé le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. On compte désormais une trentaine de véhicules lourds à mobiliser pour approvisionner directement en eau la population d'Antananarivo et celle des zones périphériques durant la saison sèche. Les anciens camions utilisés jusqu'alors seront réaffectés dans les régions. Selon les explications, ces nouveaux camions-citernes tout-terrain sont également équipés de dispositifs de distribution directe. En complément de ces véhicules, plusieurs mesures ont déjà été déployées par le gouvernement par le biais du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, toujours en vue de cette période d'étiage, a poursuivi le ministre Andry Amelassou Lalène. Parmi ces mesures figure l'installation de 25 groupes électrogènes garantissant un fonctionnement continu des stations de pompage et de traitement d'eau à travers Antananarivo et ses environs, comme pour le cas de Faralaz ou d'Ivat. Parallèlement, le projet PAEP est entré en phase d'appel d'offres afin de remplacer 64 km de conduites complètement détériorées dans la capitale. Concernant le projet d'installation de 35 forages pour améliorer l'approvisionnement en eau dans Antananarivo-Venvuich, Antsimjan, Avarajan et Ambujachim, le ministre a précisé que 24 sont déjà entièrement achevés et opérationnels et que les autres seront finalisés avant l'arrivée de la saison sèche. L'ensemble de ces actions constituent des solutions en court terme pour faire face à la période d'étiage. Quant aux solutions durables, le président Andry Rajoelina a annoncé hier à N'Djamena le lancement de la construction d'une vaste station de production et de traitement d'eau à Mournakoun d'une capacité de 50 000 m3. Cette installation viendra s'ajouter aux capacités déjà modernisées de Manchsesa 1 ainsi qu'aux stations Manchsesa 2 et 3 qui produisent jusqu'à 40 000 m3 d'eau. Il convient de rappeler que le déficit actuel en eau à Antananarivo s'élève à environ 100 000 m3. Une fois ces infrastructures pleinement opérationnelles, elles permettront de répondre aux besoins liés à la croissance démographique et à l'augmentation du nombre de foyers dans la capitale.
Toujours dans cette page sociale, le député élu dans le district d'Ambouch a offert la semaine dernière des motos aux unités de la gendarmerie d'Amoun-Mani. Ces équipements aideront ces dernières pour restaurer la sécurité dans la région, en particulier en milieu rural. Reportage sur les images de Zahran Jensen. Face aux plaintes de la population et conscient du manque de matériel dont disposent les gendarmes dans la région d'Amoun-Mani, le député élu à Ambouch Tchandjami Azafan Mezansou Yves Georges a apporté sa contribution en offrant 12 motos aux 8 unités du groupement de gendarmerie d'Amoun-Mani. Ces équipements leur permettront de mieux assurer la sécurité dans leur circonscription, notamment dans les zones rurales, selon le député. Selon les responsables de la gendarmerie d'Amoun-Mani et de Fenarantsou, ces équipements vont considérablement améliorer la rapidité d'intervention, notamment en cas d'urgence. Ils ont assuré que ces motos seront utilisées au service de la population et pour lutter contre l'insécurité. La présence de la sécurité garantit le développement, ont souligné les forces de l'ordre et le député, qui ont affirmé leur engagement à atteindre cet objectif de développement par le biais de la lutte contre l'insécurité. Par ailleurs, en signe de reconnaissance pour ce don, la grande famille de la gendarmerie d'Amoun-Mani a remis un certificat de reconnaissance aux députés élus d'Ambouch. Et 8 écoles de la commune d'Antankasne dans le district d'Ambatoulampi ont bénéficié de matériel scolaire tel que des tables bancs. Cette dotation réalisée par le ministère de l'Éducation nationale s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement au bénéfice des enfants malgaches. Reportage de Fenara Kousarsoul. Malgré le nombre élevé d'élèves obtenant de bons résultats aux examens officiels dans la circonscription scolaire d'Ambatoulampi, le manque de tables bancs reste un obstacle majeur limitant la capacité d'accueil des établissements. Pour encourager les élèves à étudier et à obtenir encore plus de bons résultats tout au long de l'année scolaire, le ministère de l'Éducation nationale a remis depuis fin juillet au total 126 tables bancs à l'EPP Antankasne, au CEG Antankasne, ainsi qu'au PP Apian-Numblai, un Putak, un Pisurunan, un Douarin, un Maratetezan et un Boudrin. Cette dotation est le fruit d'une collaboration entre l'association des parents, le FEF, la commune et le ministère concerné. Dans le but d'améliorer la qualité de l'éducation des enfants malagasy, le ministère de l'Éducation nationale s'efforce de renforcer en permanence les équipements des écoles publiques. Après cette première distribution, d'autres dotations sont prévues pour les écoles situées dans les zones enclavées de la Cisco d'Ambatoulampi, selon les informations. Et dans l'actualité sportive de ce soir, la Coupe de Tana, un tournoi de football opposant les 6 arrondissements d'Antananarivo débutera demain. Il s'agit de la première édition de cette compétition organisée par l'association Sayach Kaniwa. En tant que Coupe de Tana, elle se déroule sous le haut patronage du maire d'Antananarivo, Alala Ramananso. Reportage signé Radou Ramananzatouf sur les images de Kevin Ravunerso. 2 équipes à arrondissement d'Antananarivo participeront à cette Coupe de Tana qui débutera demain au stade d'Alarbi. Les joueurs déteneurs d'une licence officielle ne sont pas autorisés à y participer. Le tournoi est en catégorie Open et chaque joueur doit présenter un certificat de résidence prouvant qu'ils habitent l'arrondissement pour lequel ils jouent. La Coupe de Tana durera un peu plus de 2 mois et la finale se tiendra le 12 octobre conformément au calendrier établi par les organisateurs. Des récompenses seront remises aux participants. Les 4 premières équipes recevront des prix. Le vainqueur remportera 10 millions d'ariars ainsi qu'un grand trophée pour l'arrondissement qui aura remporté la première place. Les organisateurs précisent que cette première édition ne sera pas la dernière et qu'à l'avenir, la compétition pourrait également s'étendre à d'autres disciplines sportives. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales de ce soir. Le président américain Donald Trump a annoncé hier vendredi soir qu'il rencontrerait son homologue russe Vladimir Poutine le 15 août prochain en Alaska pour des négociations visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Reportage de France 24. Ce sera le premier tête-à-tête entre Vladimir Poutine et Donald Trump depuis 2019. Après plusieurs entretiens téléphoniques, les 2 présidents se rencontrent vendredi prochain en Alaska, un ancien territoire russe, avec un objectif, négocier l'avenir de l'Ukraine. Beaucoup de Russes sont morts, beaucoup d'Ukrainiens sont morts. C'est compliqué, vraiment pas facile. Il y aura des échanges de territoires au bénéfice de chacun, mais nous parlerons de ça plus tard. Mais après 3 ans de combat, le défi est de taille. Les positions russes et ukrainiennes sont toujours irréconciliables. Alors que Kiev demande un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes de son territoire, Moscou réclame à l'Ukraine de renoncer à 4 de ses régions partiellement occupées par ses troupes, en plus de la Crimée annexée en 2014.
Selon CBS News, la Maison-Blanche de son côté tente de convaincre l'Europe d'accepter un accord en ce sens et qui permettrait donc à la Russie de conserver la Crimée et de prendre le contrôle des régions de Donetsk et Lugansk. Des discussions qui devraient se dérouler sans le président ukrainien qui, lui, n'a pas été convié au sommet. Les Ukrainiens ne céderont pas leurs terres à l'oppresseur. L'Ukraine est prête à accepter des solutions concrètes, susceptibles d'apporter la paix. Les solutions qui nous sont défavorables, qui excluent l'Ukraine, sont également des solutions contraires à la paix. Elles ne mèneront à rien. Ce sont des solutions vouées à l'échec. Volodymyr Zelensky estime que seule une rencontre avec le président russe pourrait faire évoluer la situation en Ukraine. Mais Vladimir Poutine, lui, refuse pour le moment ce dialogue et estime qu'il n'aura de sens qu'en phase finale des négociations de paix. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi aujourd'hui avec fermeté à l'annonce de ce sommet Trump-Poutine en Alaska le 15 août. Le règlement de conflit doit être décidé avec l'Ukraine qui refusera de céder sa terre aux occupants. Toute décision qui serait prise contre nous, toute décision qui serait prise sans l'Ukraine serait une décision contre la paix, a-t-il prévenu sur les réseaux sociaux. Précision de France 24 toujours. Donald Trump a évoqué brièvement effectivement ce dossier en répétant ce qu'il avait déjà dit dans le fond, c'est-à-dire que la journée était globalement constructive et c'est vrai que plus tôt dans la journée, vous l'avez dit, Steve Witkoff a passé près de 3 heures quand même aujourd'hui au Kremlin avec Vladimir Poutine, 3 heures d'échange qualifiés encore une fois de constructifs, y compris par Steve Witkoff et par les deux parties en réalité, mais qui très clairement n'ont débouché sur aucune percée diplomatique majeure et ça explique notamment le fait que Donald Trump ne se soit pas considérablement étendu sur le sujet. Le président Trump parle, je cite, de progrès significatifs également, mais la Maison-Blanche reste inflexible. Si la Russie ne fait pas un pas clair vers un cessez-le-feu d'ici vendredi, les sanctions secondaires, notamment à l'encontre des acheteurs de pétrole russe, comme la Chine ou l'Inde, entreront en vigueur. Alors, sur quoi porte le progrès dont parle Donald Trump? Moscou envisagerait effectivement un moratoire limité sur les frappes aériennes, sorte de geste humanitaire en quelque sorte, sans portée militaire réelle. Une mesure que Kiev et Washington jugent à ce stade largement insuffisante évidemment. Et dans ce contexte tendu, l'hypothèse d'une rencontre directe quand même entre Donald Trump et Vladimir Poutine dès la semaine prochaine, semble-t-il, est désormais sur la table. Selon plusieurs sources ici à Washington, des préparatifs discrets seraient même en cours, soit à Genève, soit à Belgrade, mais tout cela reste évidemment à confirmer. Plus étonnant encore, une seconde rencontre serait envisagée dans la foulée, cette fois à 3, incluant Volodymyr Zelensky dans ce qui serait une première depuis le début de l'invasion russe en 2022. Et pour clore cette page internationale et le journal, dans la ville de Jumella, dans le sud-est de l'Espagne, il serait désormais interdit de célébrer les fêtes religieuses dans les lieux publics comme les gymnases ou les stades. Cette décision qui vise indirectement les célébrations musulmanes a créé la polémique dans le pays et a été qualifiée d'absolument raciste par le gouvernement de gauche de Pedro Sánchez. Reportage de France 24. La motion adoptée au conseil municipal de Jumilla a provoqué une onde de choc dans toute l'Espagne. Elle prévoit d'interdire les célébrations de rites religieux dans les installations sportives municipales. Mais pour beaucoup, le texte viserait en particulier la population musulmane très implantée dans la zone, même si le parti conservateur s'en défend. Où apparaît le mot musulman là-dedans? Vous voyez le terme communauté musulmane dans ce texte? Nous allons entamer un processus pour amender l'ordonnance municipale sur l'utilisation des espaces sportifs, pour que ces établissements soient exclusivement utilisés pour les sports. Cette mesure était une proposition et une condition de Vox, le parti d'extrême droite, pour soutenir et approuver les budgets municipaux présentés par la maire de droite. Concrètement, les fêtes musulmanes comme celle du sacrifice ou celle de la fin du ramadan ne pourront plus avoir lieu dans ces espaces. Le Parti populaire a préféré blanchir Vox, l'extrême droite, une fois de plus, en présentant cet amendement qui prend en compte les demandes du parti Vox.
L'affaire locale est rapidement devenue un enjeu national. Le Parti socialiste au pouvoir dans le pays dénonce une motion raciste et s'engage à protéger et accompagner les membres de la communauté musulmane. De son côté, le parti ultranationaliste Vox s'est félicité de cette mesure, affirmant que l'Espagne est et sera toujours une terre aux racines chrétiennes. Cette polémique éclate quelques semaines après des heurts dans une autre ville de la région, Torre Pacheco, théâtre de plusieurs nuits de violence initiées par des groupes d'extrême droite. Des individus mobilisés pour dénoncer l'agression d'un retraité espagnol par 3 jeunes d'origine maghrébine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre l'intégralité de l'émission Fin de Fin. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.